28 août 1989. À la fin d'un été particulièrement chaud et sec, un incendie se déclare au pied de la Sainte-Victoire. À l'origine du feu, vraisemblablement des travaux forestiers qui étaient en cours, et le feu a démarré sur la pente descendante. Le Mistral souffle très fort, des rafales à 140 km/h. Rapidement, le feu se déploie sur plusieurs centaines de mètres, vers l'est et le nord. Premier choc que l'on a, c'est se dire est-ce qu'il va s'arrêter rapidement. Malheureusement, lorsqu'on voit qu'il progresse vers le sommet de la montagne et qu'il s'étend vers l'est, on comprend que ce sera difficile de l'arrêter. Le feu avance très vite, de 5 à 6 km/h. C'est la vitesse d'un coureur, ou plutôt d'un millier de coureurs enflammés qui foncent vers vous. Sans compter les brindilles incandescentes emportées par le vent, capables de porter l'incendie beaucoup plus vite encore. Les villages de Puy-l'Aubier, de Saint-Antonin et le hameau du Bouquet sont évacués en urgence. Sur Bordeaux, oui, des gens pleuraient, quoi. Voir arriver le feu comme ça, tout ça, ma maison, mes enfants, qu'est-ce qu'on va devenir, où on va aller, on va brûler, c'est énorme. La poutre de notre garage qui commençait à brûler, les cyprès autour de la maison qui commençaient à cramer, puis j'ai réussi à sauver ces arbres-là, puis peu à peu j'ai éteint autour du village avec mes propres tuyaux, puisque les tuyaux des pompiers avaient brûlé. Tous les résidents qui n'avaient pas voulu être évacués étaient dans leur piscine. Et croyez-moi, c'était chaud. Chaleur, vent, combustible abondant. Dans ces conditions extrêmes, absolument rien ne peut arrêter l'incendie. Ce DC6 s'est présenté sur la face sud de Sainte-Victoire. J'étais personnellement dans l'hélicoptère pour effectuer le guidage. Il a lâché 12 tonnes de retardant d'un seul tenant, à une altitude basse, qui est inférieure à 500 mètres. Eh bien, je puis vous assurer qu'il n'y a pas une goutte de retardant qui est arrivée au sol. On a vu la masse rouge, poussée par le vent, se diluer petit à petit et rien n'est arrivé au sol. En fait, une des seules solutions pour contrôler un tel désastre, c'est de débroussailler, de créer des zones sans combustible pour ralentir la propagation du feu. Mais c'est un long travail à faire avant l'incendie. Quand la catastrophe arrive, il est trop tard. Quand on demande aux gens de débroussailler autour de chez eux, alors un coup c'est un arbre qui a été planté par le grand-père, un coup c'est ci, un coup c'est là, et ils sont jamais prêts à débroussailler. Et il est vrai que ce jour-là, les gens étaient prêts à payer des fortunes. Ils téléphonaient à des entreprises de débroussaillement qu'il y avait au Pont de Bayeux. Ils appelaient le gars, ils étaient prêts à payer une fortune pour venir débroussailler là, à l'instant même. À la fin du premier jour, la situation est hors de contrôle. Pendant la nuit, le feu atteint le sommet de la Sainte-Victoire. Et c'était à la fois tragiquement beau, parce que c'est vrai que la nuit, par exemple, les flammes, c'était dantesque. On voyait un spectacle qu'on ne verra plus jamais, j'espère évidemment, mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'assez fascinant dans ce drame. Pompiers, sécurité civile, militaires, légionnaires, police, gendarmerie, 2000 hommes et femmes seront mobilisés. Plus de 100 véhicules engagés, 17 avions et hélicoptères. Après 3 jours et 3 nuits de combat, le feu est enfin maîtrisé. Moi qui suis aujourd'hui en train de me battre avec les vents tourbillonnants et avec les reprises ponctuelles, je n'ai qu'une chose à dire. Quand on est à ce point de la lutte, il est déjà trop tard. Il faut une prise de conscience globale de la population française et en particulier sud-française, donc de la population méditerranéenne. Cet été-là, comme tous les étés dans les années 80, il y a eu plus d'une centaine d'incendies dans le sud de la France. À l'époque, c'était une tragédie quotidienne qui semblait inévitable. Une catastrophe courante, banale, devant laquelle chacun se sentait totalement impuissant. Mais l'incendie de la Sainte-Victoire va tout changer. Cette émotion était partagée au niveau national et au niveau international. On utilisait le mot non pas au sens religieux, mais cette montagne est sacrée. Pour comprendre cette histoire, il faut aller faire un petit tour au musée. Vous y découvrirez par exemple que pendant longtemps, les artistes ne se sont pas intéressés au paysage. Le paysage, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, est considéré comme un genre mineur. Le portrait, le tableau d'histoire sont bien plus importants. Et puis avec le XIXe siècle, avec la peinture bourgeoise aussi, et puis avec l'avènement de l'impressionnisme évidemment, le paysage va s'imposer comme le thème majeur dans la peinture. On pourrait s'étonner que le paysage commence à intéresser les peintres à l'époque de la révolution industrielle, quand les paysans quittent leurs terres pour se perdre dans les grandes villes, quand le progrès commence à détruire la nature. Mais c'est souvent comme ça. Il suffit de commencer à perdre quelque chose pour comprendre son importance.
Et donc le premier vraiment à peindre Sainte-Victoire, il s'appelle Jean-Antoine Constantin. C'est un artiste qui est à cheval sur le XVIIIe et sur le XIXe siècle. On l'appelle le père du paysage provençal, c'est pas pour rien. Et c'est lui le premier qui va véritablement introduire en peinture le thème de la montagne. C'est une montagne encore mal définie, indistincte, un peu bleutée. Il faut que l'homme, le peintre, puisse développer une connaissance de cette montagne, se l'approprier. Paul Cézanne, lui, est un artiste atypique, à la fois moderne et attaché aux traditions. Un temps à Paris, il sera associé aux impressionnistes, mais il va s'en détacher, retourner à Aix, sa ville natale, et commencer à peindre des Saintes-Victoires. Et c'est vrai que Cézanne, à sa manière, mais en transcendant totalement le paysage, va s'inscrire, au moins dans ses débuts, dans une forme de tradition du paysage provençal. Et dans cette tradition du paysage provençal, il y avait le thème de la montagne Sainte-Victoire déjà, mais il le transforme, le transfigure totalement. Il va peindre ce motif toute sa vie, comme une obsession. À chacune de ses toiles, son style va évoluer, se détacher des codes de son époque pour devenir de plus en plus original. Et s'il ne vendra pratiquement aucune toile de son vivant, son œuvre a une place unique dans l'histoire de l'art. Ce sont surtout des jeunes artistes, de jeunes admirateurs qui ne sont pas de la génération de Cézanne et qui vont se mettre à comprendre sa peinture. Et de fait, il est tellement en avance finalement que son œuvre ne sera vraiment prise en compte que par les Picasso, Matisse, ceux qui vont inventer le fauvisme, ceux qui vont inventer le cubisme. D'ailleurs, l'un et l'autre disaient « Cézanne, notre père à tous ». Ça voulait dire père de l'art moderne, père de la modernité. La Sainte-Victoire est donc un symbole, la rencontre parfaite entre l'art et la nature. Vous savez, on a vécu récemment le drame de Notre-Dame. Eh bien, je crois qu'il y a eu à cette époque-là, cette dimension-là aussi au niveau international. C'est-à-dire qu'on avait le sentiment que c'était un patrimoine de l'humanité qui avait disparu en partie ou qui était très altéré à cause de cet incendie. Et donc une réaction vraiment unanime. Mais la Sainte-Victoire fait aussi partie intégrante de la vie de la cité. Elle est aussi sacrée pour les amoureux de promenade, de VTT, d'oiseaux, de plantes, d'escalade, de course à pied ou de chasse. Autant de personnes qui jusque-là n'avaient rien en commun et qui se parlent pour la première fois. Un samedi de septembre en 89, on a fait une grande réunion au parc de Roquehaute où sont venues 5000 personnes. Et on a eu, ça paraît étonnant aujourd'hui, 60 associations qui sont devenues elles-mêmes membres de l'association de Sainte-Victoire. Devant cette mobilisation, les élus agissent rapidement et créent le CIVU, syndicat intercommunal à vocation unique. Un titre compliqué pour une idée simple, associer tout le monde à l'action. Sécuriser les sites, l'incendie, tenant des températures énormes, avait fragilisé et déstabilisé des rochers, parfois même des plaques très importantes dans les falaises. Les chemins étaient complètement détruits, il n'y avait plus la signalétique, etc., etc. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le plus grand danger après un incendie, c'est la pluie. Comme les arbres ne sont plus là, il y a un risque que les fortes pluies d'automne lessivent la terre. On a des exemples qui sont pas rares du tout, où lorsque des pluies très violentes d'automne se produisent juste derrière un incendie, on a une très grosse partie du sol qui disparaît, érodée. Pour éviter ça, on va alors fabriquer des fascines. On coupe les arbres morts et on les réunit en fagots qu'on allonge sur le sol pour empêcher que le ruissellement n'emporte la terre. Cette première action mobilise tout le monde. Des centaines de bénévoles, des scouts de toute la France et même l'armée. En un an, les initiatives pour sauver la montagne se sont multipliées. Démarches anonymes, mais aussi associations plus officielles, comme le syndicat intercommunal du massif de Sainte-Victoire. Récemment, ce syndicat, présidé par le maire d'Aix-en-Provence, Jean-François Picheral, a demandé au ministre de la Défense l'aide de l'armée. Aujourd'hui, Jean-Pierre Chevènement est venu dire oui. Après l'été, pendant 2 mois, chaque jour, 200 soldats viendront nettoyer la montagne. Pour financer ces opérations, le musée Granet organise la plus grande exposition de son histoire. Ce qui était à l'époque un petit musée municipal va réussir en 9 mois à rassembler les fameuses Sainte-Victoire de Paul Cézanne. Une prouesse quand on sait que ces chefs-d'œuvre, qui font dorénavant partie de l'histoire de l'art, sont éparpillés sur la planète entière. Oui, lorsqu'on prépare une exposition de l'ampleur d'une exposition cézannienne, c'est en général 4 ans, 5 ans de travail et il faut convaincre les prêteurs et il faut vraiment souvent beaucoup discuter, développer beaucoup d'arguments. Et là, c'est vrai que assez généralement, on a eu un bon accueil, une bonne réceptivité et très vite, finalement, on a pu rassembler plus d'une centaine d'œuvres en un temps très très court. Tout commence donc très bien, mais rapidement les problèmes vont arriver. Sur les 5000 hectares brûlés, 70% sont des terrains privés. Même les zones publiques appartiennent à différentes institutions communales ou départementales.
Autour de la table, il y a donc des représentants du gouvernement, des élus locaux, des propriétaires, des scientifiques, des chasseurs, des associations, et un projet qui reste à définir. Il y avait et il y a toujours des intérêts concurrents. Les propriétaires veulent être tranquilles chez eux, les chasseurs de leur côté aussi veulent être tranquilles. Et les amoureux de la nature et les sportifs considèrent à juste titre que la montagne appartient à tout le monde. Nous sommes à la fin des années 80, la décennie de l'argent roi. Il existe encore dans les cartons des projets immobiliers de grande ampleur. Puisque la forêt a disparu, pourquoi ne pas construire un golf à la place ? C'était un terrain d'aventure parce que n'importe qui faisait un peu n'importe quoi, tant que les autres ne rouspétaient pas. Mais la pression publique est trop forte. Tout le monde veut retrouver une Sainte-Victoire naturelle, avec une belle forêt. Avec un tel enthousiasme, on est capable de tout, même de faire quelques erreurs. Il y a eu un débat important qui était « faut-il intervenir ou pas ?» Toute personne chargée de l'autorité publique vous le dira. D'un côté, il y a la réalité, la science, la logique. De l'autre, il y a la pression publique. Si les deux vont dans le même sens, tout va bien. Mais si la population est persuadée de quelque chose, même faux, il est très difficile de s'y opposer. Tout le monde voulait aller avec les enfants des écoles en faisant des photos et des films et des articles dans la presse pour montrer qu'on reboisait la montagne Sainte-Victoire. En même temps, on ne pouvait pas empêcher ces initiatives citoyennes et pleines de bonne volonté, pleines de bons sentiments. Mais nous savions que la réussite était compromise. C'est vrai que beaucoup d'entre nous pensent que la forêt, c'est simplement de la terre avec des arbres dessus. Et que si les arbres brûlent, il suffit d'en replanter. Mais en fait, ça ne se passe pas comme ça. On va vous expliquer. D'abord, la terre n'est pas partout pareille. Et il y a des terres de qualité différentes. Il y a aussi plus ou moins de cailloux, des rochers. Et le plus important, l'eau ne passe pas partout de la même façon. Parfois elle s'attarde, d'autres fois elle ne fait que passer ou ne passe pas du tout. Si vous plantez partout le même arbre, il ne poussera que là où la terre et l'eau dont il a besoin sont disponibles. On a planté 125 000 arbres dans les premières années, là, les 3 ou 4 premières années. Qu'on a suivi, on a un fameux tableau Excel où on regarde ces arbres et on reconnaît qu'il n'y en a plus que 25% qui existent encore. Pour régler ce problème, la nature a inventé la dissémination. Grâce aux oiseaux, aux rongeurs, aux insectes et même au vent, toutes les graines de tous les arbres se mélangent sur le sol. Quelle que soit la qualité de la terre ou la quantité d'eau, il y aura forcément une plante ou une espèce d'arbre qui trouvera son bonheur. La nature de la Sainte-Victoire, elle est naturellement, en tant que nature méditerranéenne, adaptée au feu et tout à fait capable, en tout cas elle l'était jusqu'à présent, de se régénérer toute seule. Et plus fort encore, les plantes travaillent ensemble. Par exemple, les premiers à sortir sont souvent les pins, qui aiment le soleil et qui poussent très vite. Dès qu'ils sont assez grands, l'ombre qu'ils produisent réduit la température et crée des conditions plus favorables pour d'autres plantes, comme les chênes. Ils vont donc rester en dessous, tranquillement, en attendant quelques dizaines d'années. Un jour, le pin va mourir et laisser la place aux jeunes chênes qui deviendront de grands arbres. Autrement dit, la forêt est un système vivant qui n'a pas besoin d'intervention humaine. On était, je dirais pas au début de l'écologie, le mot n'existait pas en tout cas au plan politique, il existait uniquement au plan scientifique. Alors, après s'être bien amusé à jardiner, on a fait quelque chose que tout le monde devrait faire. On a pris le temps d'écouter les scientifiques, qui se sont fait un plaisir de bousculer nos idées préconçues. Petit florilège des idées les plus fausses sur la forêt. Premièrement, les incendies sont mauvais pour la forêt. Pas forcément. Alors, la forêt méditerranéenne est une forêt qui est très riche biologiquement, qui est dominée par un petit nombre d'espèces, par contre, donc quelques chênes et des pins. Et dans ce système, en fait, c'est l'incendie qui naturellement régénère la forêt et régule sa croissance sur le long terme. Idée reçue numéro 2. Depuis que l'humanité se développe, la forêt n'a fait que régresser. C'est faux. En Provence, et depuis la fin du XVIIIe siècle, la progression des espaces aujourd'hui forestiers a progressé de plus de 400%. À une époque où on utilisait uniquement la traction animale, même un petit champ avec des formes un peu biscornues et loin pouvait être rentable. On avait des paysages beaucoup plus diversifiés, des mosaïques beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui. Idée reçue numéro 3, il n'y a pas de place pour les hommes et les animaux. Partout où on s'installe, la biodiversité recule. Eh bien non, en fait, c'est même le contraire. L'activité humaine pendant des millénaires
ça a été de créer des espaces, notamment agricoles, qui ont créé une diversité des paysages. Et cette diversité des paysages a été très favorable à la faune et à la flore. Idée reçue numéro 4, débroussailler pour éviter les incendies, ça coûte cher. Ça aussi c'est faux. C'est oublier qu'avant l'invention de la tondeuse à gazon et de la tronçonneuse, on avait des chèvres et des chevriers. Moi j'accède à une ressource alimentaire pour mon troupeau, gratuite, et eux, ils accèdent à un débroussaillage gratuit. Conclusion, une forêt en bonne santé n'a pas peur d'être parsemée de terres agricoles, bonnes pour la biodiversité. Elle n'a pas peur de brûler si l'incendie ne passe pas trop souvent et ne s'étend pas trop. Et elle n'a pas peur de partager son espace sauvage avec des élevages de moutons et de chèvres qui participent naturellement et gratuitement au débroussaillage. Et vous savez ce qui est extraordinaire? C'est que toutes ces informations scientifiques pouvaient se trouver dans les tableaux de Cézanne. Cézanne avait connu encore un paysage fin 19e, tout début 20e siècle, qui était encore assez rural, c'est-à-dire encore assez habité par justement des personnes qui avaient des troupeaux de chèvres, qui arasaient évidemment la végétation. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, les abords même de la montagne, ou même la montagne elle-même, étaient beaucoup plus dénudés. Alors, pendant les 30 ans qui ont suivi, le CIVU, devenu le grand site Sainte-Victoire, s'est appliqué à faire comme Cézanne, quelque chose de complètement nouveau en s'inspirant de la tradition. Et quand je suis arrivé sur Sainte-Victoire, c'est la première fois où j'ai été confronté à un site, je dirais, classé de cette ampleur et à une véritable dynamique de gestion. Première étape, trouver des moyens de réouvrir les champs en pleine forêt, qui créent des zones coupe-feu et augmentent la biodiversité. C'est une affaire entre professionnels, entre voisins. C'est des petites subventions qui peuvent être données à des jeunes agriculteurs qui viennent s'installer. Ensuite, aider des jeunes chevriers à revenir dans la forêt, en leur présentant des propriétaires qui ont tout à gagner à laisser les chèvres débroussailler gratuitement leur terrain. J'ai eu des propriétaires qui se sont levés à la fin de la réunion et qui m'ont signé direct leur convention de pâturage parce qu'ils trouvaient que ça s'insérait dans leur vision des choses. Et bien sûr, surveiller la forêt, informer les visiteurs des dangers d'un incendie et en interdire l'accès quand le vent est trop fort, en utilisant le même système que pour la mer. Vert, jaune, orange, vous pouvez passer, rouge, c'est trop dangereux. Donc déjà, on a la construction d'un dispositif de protection tout à fait exemplaire et révélateur. Et on voit également l'évolution du dispositif de gestion qui, à la fois, accompagne et alimente ce processus de protection. Donc en cela, la démarche qui s'est construite sur Sainte-Victoire, aujourd'hui Concorde Sainte-Victoire, je dirais est quasiment un cas d'école. Pendant ce temps, la forêt a repoussé toute seule. Et les animaux sont revenus. Alors la faune aujourd'hui, elle est dans un meilleur état que c'était il y a 30 ans et a fortiori il y a 40 ans, il y a 50 ans. Un retour naturel, spontané de beaucoup d'espèces. Ce qui fait qu'à Sainte-Victoire aujourd'hui, on a une situation assez remarquable sur la grande faune. Ce film pourrait donc s'arrêter là, avec une belle fin pour une belle histoire. Une catastrophe qui oblige les hommes à s'unir, de la science au service de la nature, le tout inspiré par un génie de la peinture. Malheureusement, l'histoire n'est pas finie, et une nouvelle catastrophe est en train d'arriver. Oui, ça fait des années qu'on sait que la zone méditerranéenne, dans les zones terrestres en tout cas, fait partie de celles qui se réchauffent le plus vite sur la planète. Et d'autre part, il y a des caractéristiques qui vont encore plus vite, c'est les températures maximales en été par exemple, et les températures minimales en hiver, qui augmentent beaucoup plus vite que la moyenne. Ces 10 dernières années, 30% des feuilles de pin ont disparu, et 60% des feuilles des chênes. La forêt de la Sainte-Victoire brûle de nouveau, d'un feu beaucoup plus lent que la dernière fois, mais qui semble tout aussi inarrêtable. Un des points les plus importants, c'est que les forêts et la végétation en général sont censées éliminer de l'atmosphère une grosse partie du carbone qu'on y rejette, au moins 15 à 25% suivant les milieux. Et si ces forêts et cette végétation s'affaiblissent, voire disparaissent, eh bien, la végétation va fixer beaucoup moins de carbone, donc le climat va se réchauffer encore plus vite et c'est un cercle vicieux qui risque de s'accélérer très rapidement. Ce n'est certainement pas la première fois qu'on vous parle du réchauffement climatique. Et avouons-le, c'est une information déprimante, devant laquelle on se sent tous impuissants. Un sentiment qui ressemble beaucoup à celui qu'éprouvaient les gens il y a 30 ans vis-à-vis des feux de forêt. Je n'ai qu'une chose à dire, quand on est à ce point de la lutte, il est déjà trop tard. Il faut une prise de conscience globale de la population française et en particulier
sud française, donc de la population méditerranéenne. Alors, peut-être que cette histoire pourrait nous servir d'exemple, nous montrer ce qui fonctionne face à une calamité. L'incendie a stimulé, exalté des passions positives. On n'a pas eu besoin d'aller chercher les bonnes volontés et les compétences. Elles ont été disponibles tout de suite. Et lorsqu'ils ont compris que les responsables avaient choisi de respecter la montagne Sainte-Victoire, de respecter l'intérêt général et de gérer la suite de ce sinistre de façon honnête, eh bien, ils se sont engagés sans réserve. Évidemment, ce ne sera pas facile. Tous les protagonistes de cette histoire peuvent témoigner des difficultés de concilier l'intérêt général et les intérêts particuliers. Mais tous vous diront que c'est possible et que ça en vaut la peine. Alors, jamais une montagne n'aura aussi bien porté son nom, car elle pourrait devenir aujourd'hui l'exemple et le symbole de la victoire sur la fatalité.